Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant 1 heure à partir de 17h, rediffusée à 20h sur Bismart TV. Émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, les marchés qui sont dans un épisode de regain de volatilité, même si la situation semble se stabiliser aujourd'hui avec des indices en Europe qui ont retracé de quelques pourcents par rapport à leur sommet récent. Par exemple, le CAC 40 marquait un record historique fin avril, il y a un mois, 7577 points. Le CAC qui est tombé autour de 7200 points ces dernières heures et même ces dernières minutes, ce qui nous donne un retracement, une correction de l'ordre de 4-5%, c'est-à-dire un schéma de marché qui reste totalement connu de la part des investisseurs. Néanmoins, ce regain de stress intervient après un mois et demi, presque 2 mois de calme très plat sur les marchés d'actifs risqués notamment. Et ce sera évidemment un des points de discussion avec nos invités à suivre dans un instant, avec également un épisode de volatilité macroéconomique qui reste en place. Lui, l'exemple du jour, c'est la révision importante des chiffres de croissance en Allemagne pour le premier trimestre, avec une lecture en deuxième estimation beaucoup plus négative, qui nous dit que 1, la Deutsche Qualität n'englobe pas peut-être le domaine de la statistique, et 2, que l'Allemagne a fini par tomber en récession technique avec 2 trimestres consécutifs de contraction de son activité économique, moins 0,5% au 4e trimestre 2022 et donc moins 0,3% pour le chiffre révisé au premier trimestre 2023. Comment est-ce que ce signal de récession technique en Allemagne s'inscrit dans l'analyse et la vision macroéconomique globale du moment? Nous en parlerons avec Carmignac et Kevin Tauzet, membre du comité d'investissement de Carmignac, qui sera avec nous. Et puis sur la partie action, le sujet des actions européennes, nous en parlerons avec Roland Caloyan, stratégiste responsable de la stratégie action européenne de Société Générale CIB. L'événement du jour alors sera un peu en dehors du marché européen, sur le marché américain, avec l'explosion du cours de bourse attendu de Nvidia, un cours de bourse qui est en hausse de 25% avant l'ouverture du marché américain, à la suite de la publication des résultats du groupe américain hier soir, et surtout d'un relèvement des prévisions de vente spectaculaires, surdopé à l'IA générative. Nvidia voit ses ventes exploser et atteindre 11 milliards de dollars sur le 2e trimestre qui se terminera fin juillet pour Nvidia. C'est au-delà de ce que toute la communauté des analystes pouvait imaginer, puisqu'on avait un consensus médian ou moyen autour de 7 milliards de ventes pour Nvidia au 2e trimestre. On est donc 50% au-dessus de ces prévisions. Le titre Nvidia et le groupe Nvidia qui se rapproche désormais du club très serré des entreprises dont la capitalisation boursière dépasse le $1 trillion. Apple, Microsoft, Amazon et peut-être demain ou dans les prochaines heures Nvidia également. Ce sera à suivre tout à l'heure sur le marché américain. Et puis stratégie d'investissement, effectivement, nous parlerons spécifiquement des actions européennes, je le disais, pendant cette demi-heure. Mais d'abord, la vue globale macro de Carmignac avec Kevin Tauzet avec nous en plateau, membre du comité d'investissement de Carmignac Gestion. Bonjour et bienvenue Kevin. Bonjour Édouard. Merci beaucoup d'être avec nous. La vue globale macro également, évidemment, avec l'idée qu'il y a une destination devant nous qui s'appelle soft landing, ralentissement / épisode récessif, mais que le voyage prend toujours un peu plus de temps. C'est en tout cas le schéma qu'on a jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire la destination est connue, mais le voyage prend toujours un peu plus de temps. Est-ce que c'est le schéma dans lequel vous êtes aujourd'hui en termes d'analyse macro, Kevin, chez Carmignac? Et puis l'événement du jour, c'est quand même la révision à la baisse de la croissance allemande qui fait entrer l'économie allemande en récession technique depuis donc 2 trimestres maintenant. Est-ce que ça s'inscrit dans cette vue macroéconomique aujourd'hui, ou est-ce que ça l'a fait évoluer? Oui, c'est que le contexte dans lequel on est, vous le soulignez, la bonne tenue des marchés d'actions, somme toute, dans cet environnement, alors qu'il y a quand même un certain nombre de nuages qui s'amoncellent
de plus en plus de nuages qui s'amoncellent, et ça depuis plusieurs mois. On a quand même un contexte de croissance économique mondiale qui est quand même plutôt résiliente globalement. Et on a été, donc on le voit dans la reprise post-Covid, on a vu une forme de désynchronisation entre les grands blocs. On en a parlé de nombreuses fois, et on est encore là-dedans. C'est-à-dire qu'on a encore une épargne excédentaire qui est importante aux États-Unis, alors elle est de moins en moins importante, le consommateur américain est plus dedans. En Europe, on avait des carnets de commandes qui étaient particulièrement fournis, parce qu'on avait ces fameux goulets d'étranglement, ils sont là aussi en train de se résorber. Et puis on avait la Chine qui là, était complètement contre-temps, et avec la réouverture de la Chine, on avait ces espoirs-là, on pouvait nourrir ces espoirs d'avoir une croissance résiliente et désynchrone. Ce qui nous attend, parce que c'est aussi de ça dont on va parler aujourd'hui, c'est que quand même il y a un risque important de voir un ralentissement, donc de plus en plus prononcé, et avec une vraie forme de synchronisation. Alors ce qui se passe en Allemagne, c'en est peut-être aussi un signe avancé. Il y a sans doute d'autres raisons à ça. Il y a quand même, on parlait de l'atterrissage en douceur ou de l'atterrissage en douleur. Il y a, on va dire, si globalement, ce qu'on voit, c'est une forme de résilience, il y a quand même une forme de dichotomie entre, par exemple, le secteur manufacturier, le secteur des services également, et ça impacte aussi l'Allemagne. Très clair. Mais cette situation, et c'est vrai qu'il y a deux mondes, le monde des services, le monde industriel et le monde manufacturier. L'Allemagne souffre effectivement avec le poids de l'industrie et puis un modèle économique qui est complètement pris à revers, on va dire, depuis quelques années avec l'accélération de l'histoire, pour dire les choses simplement. Mais quand on regarde par exemple l'économie américaine, vous gardez quand même dans la balance une vision encore constructive de la demande finale privée aux États-Unis à ce stade, Kevin. Oui, là aussi, c'est-à-dire que le consommateur américain, et on l'a déjà dit à plusieurs reprises, il ne faut pas jouer contre la Fed, il ne fallait pas non plus jouer contre le consommateur américain. Et on est encore dans cette phase-là. Ouais. Et ce réservoir d'épargne, cette épargne excédentaire, elle est déclinante, elle devrait retomber sur des niveaux pré-Covid, d'ici la fin de cette année, le début de 2024. Donc là aussi, on va bien arriver à une forme d'essoufflement. Et puis de l'autre côté, il y a quand même un durcissement monétaire qui a été sans précédent, donc, par son ampleur, son amplitude, des hausses de taux, sous le travail le retournement de l'assouplissement quantitatif également. Et je crois que c'est M. Friedman qui le disait, un économiste américain, que la transmission de la politique monétaire, elle agit avec un décalage et avec des degrés différents. Et donc, c'est bien ça qui se joue sous la surface aussi, c'est que ce durcissement des conditions de crédit, il a un impact sur la croissance, il a un impact sur la croissance du crédit, et donc ça veut dire moins de croissance du crédit, ça veut dire moins d'investissement des entreprises. On a aussi une contraction budgétaire aux États-Unis. Enfin, contraction. On verra ce qu'il en est après le relèvement du plafond de la dette et le compromis qui permettra le relèvement. Mais on a quand même un déficit encore de 7% du PIB sur 12 mois glissants aux États-Unis. Mais donc, c'est pas non plus une austérité. Non, mais là aussi, c'est-à-dire que sur la trajectoire, ce qu'on anticipe chez Carmignac, c'est que l'économie américaine entrera en récession au quatrième trimestre de cette année. Mais toujours un peu plus tard. Exactement. On a, nous aussi, décalé nos anticipations. On tablait plutôt sur le troisième trimestre de cette année, mais on a décalé ça d'un trimestre globalement. Donc ça, c'est pour ce qui est des États-Unis. En Europe aussi, alors on a eu les chiffres de croissance en Allemagne. Après, sur le trimestre qui vient, ou la séquence qui vient, on peut avoir une croissance européenne qui, là aussi, reste, somme toute, assez résiliente. On a la saison de tourisme qui reprend. Il y a encore, on va dire, une capacité à dépenser. Il y a des économies, notamment au sud de l'Europe, qui sont très exposées, en tout cas dont l'économie est relativement assez tributaire de cette reprise de la saison touristique. 10-15% au Portugal, par exemple. C'est non neutre. Donc là aussi, on peut avoir plutôt des bonnes nouvelles. Après, là aussi, sur la suite de la séquence, une récession aux États-Unis, c'est pas une bonne nouvelle pour l'économie européenne, qui est quand même extrêmement liée à l'économie américaine, même plus qu'à l'économie chinoise. Comment vous comprenez la séquence ou la stratégie de pause signalée par la Réserve fédérale américaine, alors qui est un concept d'ailleurs discuté, on l'a vu avec les minutes de la dernière réunion de politique monétaire de début mai. Il y avait l'idée pour les marchés que la pause était forcément le prélude à de prochaines baisses de taux. Cette idée n'est pas forcément partagée de manière majoritaire ou consensuelle au sein du FOMC. Non, et là aussi, c'est-à-dire que entre ce qu'indique la Réserve fédérale et ce qu'anticipent les marchés, il y a aussi un écart quand même, parce que la Réserve fédérale dit qu'elle va aller en pause. Alors les marchés disaient plutôt elle va
tourner Kazakh et elle va même baisser ses taux, même jusqu'à, il y avait quoi, 2,5% de baisse de taux qui était anticipée par les marchés, sans doute de façon un peu trop complaisante, c'est-à-dire que voilà, on peut se poser des questions sur la capacité des autorités budgétaires et monétaires à résister, on va dire, ou en tout cas à maintenir cette trajectoire de durcissement monétaire avec une conjoncture qui se dégrade. De là, aller voir tourner Kazakh aussi rapidement que ça nous semble quand même un peu complaisant. Donc, sur ces parties de courbe de taux, donc plutôt les parties courtes des courbes de taux, on évite d'aller trop travailler sur ces points de courbe-là. On le voit d'ailleurs, c'est-à-dire que c'est là aussi des points de courbe qui sont très sensibles à des publications d'inflation. On est dans cette dynamique de désinflation, mais on peut avoir des surprises. On en a eu cette semaine en Angleterre notamment. Mais par contre, sur les points plus longs de courbe, là, il y a quand même des choses à faire parce que moins de croissance économique, une récession qui arrive éventuellement, de la désinflation, ça tend à on va dire, être favorable pour ces obligations les plus longues émises par des États bien notés, et notamment les États-Unis. Mais encore une fois, la question de la durée est importante. La récession pourrait prendre encore un peu plus de temps pour arriver. Et donc, ça veut dire que le refroidissement ou le ralentissement n'ira peut-être pas suffisamment vite pour que la Fed soit totalement confortable avec l'inflation d'ici 2 ou 3 mois. Ça va prendre encore beaucoup plus de temps. Oui, c'est-à-dire que là aussi, si je regarde nos anticipations, c'est que sur le premier trimestre de 2024, par exemple, on a une inflation aux États-Unis qui soit encore autour de 3%. Donc le travail n'est pas encore fait. Donc ce qui est important pour les autorités monétaires américaines, c'est aussi de regarder la direction que ça peut prendre. Mais là aussi, ça donne une indication sur le pivot, en tout cas le point de pivot, le point de retournement, il n'est pas pour tout de suite, il est plutôt pour la fin de cette année ou le début de 2024. Donc là aussi, ça requiert un peu d'ajustement. Sur le plan de la dynamique de marché, de la question de la liquidité des marchés, comment vous abordez, comment on regarde là un peu devant nous, avec des programmes de réduction de bilan qui sont toujours en cours aux États-Unis, en Europe. L'Europe va même muscler un petit peu sa réduction de bilan. Les banques européennes vont massivement rembourser tous les emprunts à taux préférentiels qu'elles ont pu faire, enfin une grande partie en tout cas des emprunts à taux préférentiels qu'elles ont pu faire auprès de la BCE ces dernières années. Ça arrive dans les prochaines semaines. Le relèvement du plafond de la dette, si on part du principe que le plafond de la dette américaine sera relevé, va permettre au Trésor américain de reconstituer son cash et son compte courant auprès de la Réserve fédérale américaine. N'oublions pas que le Trésor américain opère déjà sous contrainte depuis le mois de janvier et donc vide son compte courant pour subvenir aux dépenses courantes de l'administration américaine, ce qui va se traduire par un déluge d'émissions obligataires aux États-Unis et donc une liquidité de marché qui va s'assécher encore plus. Et donc des réserves bancaires aux États-Unis qui devraient baisser d'entre 500 et 800 milliards. C'est colossal, c'est de l'ordre de 15 à 25% du volume total, donc c'est non négligeable. On le sait, la liquidité, c'est aussi un facteur qui alimente beaucoup les marchés, qui alimente aussi des phénomènes de bulles. On a à peu près, on va dire, les mêmes montants qui vont être sortis de l'eurosystème entre juin et septembre avec les TLTRO, donc à peu près pareil, autour de 800 milliards de dollars, avec là aussi les programmes de soutien exceptionnels, donc d'assouplissement quantitatif qui sont retournés. Donc ça veut dire encore une fois de la liquidité qui est sortie du marché. Et donc sur la séquence qui se met en place sur les marchés financiers, ce qu'on a eu jusqu'à présent, et qu'on pourrait encore voir sur une échelle de quelques mois, c'est qu'il y a une forme quand même de fil du rasoir qui tient bien. Les investisseurs sont très peu positionnés, notamment sur les actifs les plus risqués. La récession, le ralentissement économique, tout le monde l'a en ligne de mire, c'est ce que vous soulignez. Et donc, tant qu'on a des publications économiques qui ne surprennent pas trop à la baisse et qui pointent vers ça, c'est plutôt bien digéré par les marchés financiers. Et pareil sur le front de l'inflation, tant qu'on a cette désinflation en cours, ça veut dire qu'on a des marchés qui peuvent tenir. Sur la séquence qui suit, c'est peut-être un peu plus compliqué, parce que là aussi, on l'a dit, il y a ce risque de synchronisation dans le ralentissement. On n'a pas trop parlé de la Chine, mais là aussi, on va dire, le déversement de d'épargne excédentaire, il ne se fait pas trop en Chine. Non. Et donc, quand on combine tout ça, c'est-à-dire moins de croissance économique, des liquidités qui ont sorti, il y a quand même un moment où il faudra un peu réduire la voilure sur ces marchés d'actions, sur ces marchés d'actifs risqués. Comment ça s'équilibre dans une stratégie diversifiée aujourd'hui chez vous, chez Carmignac, Kevin? C'est prendre en compte que le voyage continue, mais se préparer à une séquence d'atterrissage qui finira par arriver. Mais il me semble 3 choses à faire. Donc sur les marchés d'actions, on en a un petit peu parlé. Il y a encore de la valeur à être investi sur ces marchés-là. Donc sous la surface, on va éviter d'avoir des
position des secteurs, des sociétés qui sont trop exposés au cycle. Alors, on parle du secteur technologique ou des semi-conducteurs, c'est peut-être l'exception parce qu'il y a l'intelligence artificielle qui pourrait faire ce pont. Enfin, on va dire c'est plus l'exception que la règle. Oui, puis c'est très localisé aussi, peut-être sur quelques valeurs du secteur. Donc, on va dire, en dehors de ça, plutôt des secteurs moins exposés au cycle, la santé, la consommation et certaines valeurs technologiques. Ensuite, il y a un autre moteur de performance que sont les marchés du crédit, parce que là aussi, on a quand même une dichotomie entre les signaux qui sont envoyés par les marchés obligataires et les signaux qui sont envoyés par les marchés d'actions. Et on a certains marchés obligataires, marchés du crédit, certains marchés de la dette émergente et notamment les segments de la dette locale, qui ont des rendements à 2 chiffres. Et donc des rendements à 2 chiffres, ça veut quand même dire des instruments, des segments qui intègrent déjà cette, on va dire, dégradation de la conjoncture économique. Donc voilà, ils sont déjà prêts, on va dire, en tout cas en partie prêts. Et puis il y a des niveaux de rendement qui sont quasiment à 2 chiffres, qui permettent aussi de digérer, on va dire, il y a un matelas, il y a une prime de risque Exactement. Confortable donc qui permet de voir venir. Ça fait 2 moteurs de performance dans un portefeuille diversifié comme Carmignac Patrimoine. Et puis après, on a un moteur on va dire, de gestion des risques. Et j'en ai déjà un petit peu parlé. C'est la duration, donc les obligations d'État bien notées, qui là aussi, on a retrouvé de la valeur sur ces instruments-là. Et là aussi, duration, ça rime avec récession, avec désinflation et diversification. Et donc, on se retrouve avec une séquence où on peut à nouveau marcher sur les 2 jambes quand on gère un portefeuille diversifié. Donc, c'est un peu comme ça qu'on voit les choses, parce que là aussi, le risque, c'est quand même qu'on a un atterrissage en douleur de l'économie américaine, de l'économie mondiale. Et si on a des mauvaises nouvelles sur ce front-là, pas une bonne nouvelle pour les actions et pour les actifs du crédit. Par contre, des actifs bien notés défensifs, on aura une fois ce mouvement de balancier dans un portefeuille. Très clair. Bon, on verra dans quelle mesure les trésoreries américaines restent bien notées dans les prochaines semaines. C'est le petit événement du jour, Fitch qui a mis sous surveillance avec implication négative la dette américaine, qui est encore triple A chez Fitch, triple A chez Moody's et qui n'est plus que double A+ chez S&P depuis 2011. Merci beaucoup Kevin. Kevin Tauzet, membre du comité d'investissement de Carmignac, qui était avec nous en plateau pendant cette demi-heure d'émission. Parlons des actions européennes, spécifiquement à présent, avec Roland Caloyan, responsable de la stratégie Action européenne de Société Générale CIB. Bonjour et bienvenue Roland. Bonjour Grégoire. Merci d'être avec nous. Alors, je profite quand même du petit passage sur l'intelligence artificielle dont on a discuté avec Kevin. Alors je ne sais pas d'ailleurs si ça nous éloigne ou pas des actions européennes. En tout cas, l'IA, ça se passe pour l'instant aux États-Unis et même spécifiquement sur une valeur qui s'appelle Nvidia, qui nous démontre en tout cas que pour une entreprise comme elle, l'intelligence artificielle générative, le GPT, c'est déjà du sérieux, c'est déjà du chiffre d'affaires et des ventes qui vont exploser au 2e trimestre. Ce thème de l'IA, comment vous le regardez avec la perspective européenne, action européenne? Est-ce que c'est un thème dont on est totalement privé ? Ou est-ce qu'il y a quand même une manière de s'exposer à ce thème de l'IA qui fait le buzz aux États-Unis avant tout? Alors effectivement, on a de très bons chiffres sur Nvidia ce matin, mais juste rappeler en tant qu'observateur, il y a quelques années, il y avait la blockchain et le Bitcoin, et je me souviens que cette valeur était effectivement avait beaucoup bougé sur cela. Et puis, quelques années après, vous vous souvenez peut-être, on parlait beaucoup de métaverse. On avait aussi une très forte accélération sur le cours boursier. Et puis derrière, ça s'était un petit peu baissé. Et là, effectivement, sur l'intelligence artificielle, c'est un peu la valeur actuellement phare, on va dire. Alors, effectivement, c'est un thème qui est plutôt aujourd'hui capté par les valeurs américaines ou asiatiques. Alors, il y a quand même aussi des impacts sur les valeurs européennes. Alors, je ne rentre pas dans les impacts sur tous les secteurs, parce qu'évidemment, l'intelligence artificielle va toucher tous les secteurs. Mais si, évidemment, on se concentre plutôt sur le segment technologique, les semi-conducteurs en Europe, et en particulier à ASML, pour pas la citer, parce qu'elle est vraiment sur une niche spécifique. On voit d'ailleurs le titre réagir positivement aujourd'hui. Mais effectivement, il faudra être très sélectif quand on va aller sur l'intelligence artificielle. Après, sur la partie logiciel et services, c'est pas que c'est positif ou négatif, c'est qu'il y a les deux. Et on va voir un petit peu comment les entreprises vont réussir à s'adapter. Par exemple, sur la partie service, l'intelligence artificielle, là vous aviez besoin de, je sais pas, 4-5 ingénieurs,
peut-être pour coder, peut-être demain, vous n'en aurez besoin de plus que 2 ou 3. Donc ça veut dire que clairement, on va facturer, la facturation au client sera moindre. Mais le côté positif, c'est pour une entreprise qui fait du service, par exemple, c'est qu'il y aura une plus grande flexibilité. Aujourd'hui, vous avez des ingénieurs qui sont spécialisés dans le codage pour l'automobile, pour la finance. Et ben, demain, vous pourrez avoir des passerelles parce que l'intelligence artificielle permettra évidemment de passer de l'un à l'autre. Et puis sur la partie software, logiciel, la question qui va se poser, c'est oui, clairement, il va y avoir une intégration de l'intelligence artificielle dans tous les logiciels pour le refacturer au client, mais comment ? Est-ce que ça sera dans une licence globale ? Donc après, le client peut vous dire, moi, je ne suis pas intéressé. Est-ce qu'on va pouvoir augmenter les prix ? Ou est-ce que ça sera à la consommation ? Donc vous voyez, on va rentrer quand même dans les mois à venir sur des challenges, sur des business models. Certaines vont être gagnantes, certaines vont être perdantes. Donc ça, effectivement, c'est pour ça aujourd'hui, on voit que sur les valeurs européennes, que ce soit sur la partie software, services, et même sur certaines valeurs semi-conducteurs, on voit que les investisseurs ont du mal à juger. Ah oui. Voilà. Donc c'est cet effet désolé, mais cet effet de ruissellement de l'IA générative qu'on a du mal à mesurer, à évaluer en termes de bénéfices, d'opportunités, de risques aujourd'hui pour tout un nombre de secteurs directement ou indirectement impliqués. Et puis c'est une révolution, un changement assez brutal dans la technologie. Donc on va voir évidemment comment, dans le business model, ces entreprises vont être capables de s'adapter. L'arrivée de l'intelligence artificielle pour les entreprises technologiques, c'est un peu l'équivalent de l'arrivée de la voiture électrique. Il faut tout repenser, revoir pour les industriels et là pour les entreprises technologiques. Donc, certains disent même c'est l'atome. C'est le nucléaire. Non, mais il y a ces références à, en matière d'énergie ou d'atome civil, j'entends, il y a eu l'avant et l'après. Il y aura nucléaire. Clairement des gagnants et des perdants. Bon, on n'a pas Nvidia en Europe, mais on a le luxe. Enfin, on avait le luxe. Roland, non, je rigole. Non, c'est un des faits marquants de la semaine, effectivement, dans ce petit regain de stress de marché. Je le rappelle, on a vu mardi, je crois, sur la séance de mardi, effectivement, le secteur du luxe particulièrement attaqué. Alors, venant de performances spectaculaires, de niveaux de prix, effectivement, historiques, mais c'est un secteur qui a détruit 30 milliards de market cap, là, sur la journée de mardi. Ça a fait les gros titres. Alors, a posteriori, avec un peu de recul, qu'est-ce qui a pu expliquer ce mouvement boursier spécifique au luxe, Roland, et quels enseignements on en tire ? Est-ce que c'est une pause un peu marquée, un coup d'arrêt, ou est-ce que c'est la remise en cause d'un bull case pour un secteur du luxe qui semblait devenir très consensuel peut-être ? Alors, le luxe, nous, personnellement, on était surpondérés en toute la deuxième partie de l'année dernière et au début de l'année, réouverture de la Chine, etc. Et puis on a observé des valorisations, elles commençaient à être un petit peu arrivées sur des niveaux relativement tendus. Donc mi-février, on a coupé à neutre. Nos échanges avec les investisseurs, c'est comment osez-vous ne pas être surpondéré sur ce segment du marché européen ? Comment osez-vous ? Et donc ça traduit un peu quand même le sentiment qu'il y avait sur le secteur. C'est-à-dire que tout le monde en avait, c'est ce qui portait les portefeuilles. Bon, les arts ne montent pas au ciel, au bout d'un moment, il y a gravité, donc forcément, on revient sur les fondamentaux. Là, il a suffi effectivement qu'on ait un petit peu de news flow venant de Chine sur une nouvelle vague de Covid, voilà, qui effectivement remet un peu de stress, un peu de prime de risque sur le secteur, mais on a vu effectivement des mouvements assez violents. Et si on a des mouvements assez violents, c'est parce que c'est surdétenu dans les portefeuilles, c'est que survalorisé, on était à une prime de 90% par rapport au reste du marché, c'est des primes quasiment dans les niveaux historiques, donc effectivement, au bout d'un moment, la gravité, on revient sur des niveaux un peu plus corrects. Nous, on maintient nos positions neutres, on est pour l'instant correct, parce qu'effectivement, au-delà de la valorisation, il y a quand même des choses qui restent très bonnes, j'ai envie de dire, dans le secteur, et des qualités qu'aujourd'hui, on continue à être porteur pour les portefeuilles. Mais c'est intéressant parce que en termes de valorisation relative, vous dites effectivement c'était devenu très très cher par rapport au reste du marché. Après, quand on regarde le PE, je sais pas, d'un LVMH, je parle sous votre contrôle, mais on est peut-être à 25 fois les profits. On l'a vu à 30-35 fois quand même LVMH. C'est une valeur de croissance. Le PE, il faut le ramener aussi au taux. Le marché aussi ne se traite pas sur des niveaux de 15 en ce moment, on est plutôt sur des niveaux de 12,5, donc ça vous fait quasiment le double. Donc ça, il faut avoir en tête. Et puis,
on oublie un petit peu les taux. Je veux dire, on sort de 10 années, on prend juste les taux allemands, ils sont au plus haut depuis 12 ans. Donc ça aussi, la valorisation, il faut la mettre face aux taux. Et aujourd'hui, les taux sont plus du tout à zéro. Bon. Ils vous disaient quoi, les clients, l'été dernier, quand le PE de LVMH était à moins de 20 et que vous disiez il faut en acheter? Il y avait moins de gens convaincus à ce moment-là pour en acheter, c'est ça? Effectivement, c'était un petit peu plus délicat. On fait de la gestion active. Comment vous regardez le reste du marché européen? Si vous êtes neutre sur le luxe, ça peut vouloir dire qu'il y a pour vous des sources d'intérêt peut-être plus pertinentes ailleurs dans le marché en Europe. Et c'est vrai que quand on enlève le luxe, quand on enlève ASML et les gros pôles de croissance, très vite, on retombe sur la value européenne. Oui, et alors ce qui est très intéressant sur la value européenne, c'est globalement 3 secteurs. C'est l'automobile, les financières et les pétrolières. Autant effectivement on trouve que les valeurs de croissance, de qualité, vous avez mentionné le luxe, on peut les industriels, l'agroalimentaire, etc., se traitent sur des niveaux historiquement en relatif tendus, enfin un niveau très élevé. Autant ces valeurs value, elles se traitent dans le bas en termes avec des décotes historiques, mais même quand on regarde leur propre historique, parce que évidemment ces valeurs value, elles ne vont jamais traiter avec des PE, des multiples de 15, 20, 25, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on est globalement à 6 sur ces valeurs-là. Et 6, même dans leur propre historique, c'est des niveaux qu'on voit que pendant des récessions ou des crises. Donc ça montre que le marché est vraiment très 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 pessimiste sur ces valeurs-là, elles ne sont pas du tout dans les portefeuilles. Donc clairement, en plus de ne pas être surpondéré sur le luxe, les discussions sont quelquefois assez sportives sur pourquoi reprendre ce secteur-là. Mais c'est là où il y a de la valeur aujourd'hui. C'est sur ces valeurs-là et sur des valeurs où les résultats ont été très bons. Elles ont des très bons rendements. Et elles sont complètement aujourd'hui sous-détenues par les gérants de portefeuille. Psychologiquement, pour un investisseur, c'est compliqué d'investir ce secteur value, qu'on assimile beaucoup au cycle, effectivement, alors qu'on n'a pas encore le détail de la destination, justement, pour reprendre un peu le langage du voyage. J'entends l'argument cyclique sur ces secteurs-là, mais le luxe, c'est cyclique. Les industriels, c'est cyclique. La chimie, c'est cyclique. Mais pourtant, ces secteurs-là se traitent sur des multiples relatifs historiques par rapport au marché. Donc, effectivement, là, il y a une vraie question à se poser en disant pourquoi je joue la récession sur certains secteurs et pas sur d'autres. Et effectivement, énergie, automobile, financière. Je note que c'est intéressant. Alors, l'énergie, effectivement, est très en retard cette année, après la période bénie que le secteur a pu connaître. Mais je regardais les financières, banques, assurances ou autres, ça fait partie encore des secteurs qui sont bons depuis le début de l'année, malgré tout ce qu'on a traversé quand même, Roland Serre. Alors je ne sais pas si c'est sans doute sous-détenu, effectivement, mais en termes de performance, normalement, c'est des secteurs qui tiennent bien aujourd'hui. Oui, depuis le début de l'année, c'est des secteurs qui... l'automobile est plutôt même en surperformance par rapport au marché. Les financières, malgré tous la crise qu'on a eue, en fait, il y a eu tellement un bon démarrage de l'année avant qu'on ait la crise régionale américaine. Un stock de performance. Voilà, et donc le sentiment... Mais c'est vrai. Mais même depuis, ça revient. Oui, ça revient, effectivement. Et effectivement, l'énergie a un peu plus de mal, mais c'est aussi parce que le pétrole est à des niveaux très très bas. Et on a vu là, l'OPEC, il y a 2 jours aussi, le ministre de l'Énergie commençait à réagir. Mais attention à ceux qui sont short sur le secteur. Mais clairement, il y a un peu comme pour la température, j'ai envie de dire, sur ces secteurs-là, et c'est assez étrange parce qu'il y a la perception et la réalité. Mais oui, effectivement, la perception est pas si mauvaise si on regarde depuis le début d'année. Et même sur un an, c'est des secteurs qui ont surperformé le marché. Merci beaucoup Roland, merci pour votre éclairage toujours précieux sur cet univers d'investissement que sont les actions européennes spécifiquement. Roland Caloyan, responsable de la stratégie Action européenne de Société Générale CIB, qui était avec nous dans cette demi-heure d'émission de Smart Bourse à la mi-journée. On se retrouve ce soir à 17h en direct sur Bismart.